bienvenue dans ce podcast proposé par les ateliers d'Aude-Valérie. Je m'appelle Aude-Valérie Young et je suis coach spécialiste en libération des émotions et hypersensibilité. J'accompagne des personnes en individuel à mon cabinet à Rennes et également à distance. J'anime aussi des ateliers collectifs. Les ateliers d'Aude-Valérie, le podcast qui vous permet de rayonner votre sensibilité et d'aller vers votre plein potentiel. Bonjour à tous les auditeurs qui m'écoutent. Aujourd'hui, je vais traiter d'une émotion qui est dite émotion primaire, qui fait partie des 4 émotions primaires que nous connaissons actuellement, qui est la peur. Et plus particulièrement, je vais me focaliser sur l'anxiété et on va démarrer aujourd'hui sur une série de podcasts autour des troubles anxieux. On va se focaliser davantage donc dans ce podcast sur le syndrome dit d'anxiété généralisée. Je vais un petit peu parler justement de la différence entre la maladie, la pathologie et l'émotion finalement qui est utile, qui est nécessaire également à vivre dans notre vie de tous les jours, comment elle se traduit. Et ensuite, on va voir les spécificités donc propres aux personnes hypersensibles, au potentiel intellectuel et émotionnel. Et je vous donnerai ensuite quelques pistes de solutions pour accompagner la libération de cette émotion. Alors, je rappelle tout d'abord qu'en fait, une émotion, c'est d'abord une information. Et cette information va notamment passer par nos ressentis, nos sensations dans notre corps, avant ensuite qu'elle remonte et qu'elle soit interprétée par le cerveau. Donc cette anxiété, elle se manifeste tout d'abord par une sensation. Ça peut être une oppression, ça peut être des tremblements, ça peut être des sueurs, etc., des chauds et froids. Voire des malaises éventuellement. Alors, c'est une sensation que nous connaissons tous, donc elle peut en fait revêtir des formes différentes, de la simple inquiétude à l'angoisse en fait extrême. Donc encore une fois, c'est toute une question de seuil, de dosage dans l'expression de cette émotion. Et aussi, parfois, elle va se manifester de façon encore plus intense et c'est là en fait qu'on va la considérer finalement comme une maladie à part entière. Je sépare les deux mots, maladie, parce que dans le langage dit des oiseaux, c'est aussi quand on n'arrive pas justement à exprimer ce qu'on ressent, ce qui se passe dans notre corps, par quoi on est traversé, on a aussi justement mal à dire les choses et donc à les verbaliser, à les exprimer. Donc en médecine, l'anxiété, elle est souvent définie comme un état mental de trouble, d'agitation, avec un sentiment d'insécurité indéfinissable et une peur souvent sans objet. C'est ça un petit peu qui dérange, pourquoi on va commencer à venir consulter ou faire un parcours en accompagnement, c'est parce qu'on ne comprend pas, c'est-à-dire le mental n'arrive pas à déterminer la source précise de cet état d'agitation. Donc, il faut quand même savoir que la peur et l'anxiété, c'est une émotion qui est normale. Elle est présente chez tous les êtres humains. On peut avoir une sensation de peur avant un examen, l'inquiétude pour la santé d'un proche, une réaction anxieuse lors d'un accident. Donc, elle peut survenir à la suite d'événements qui sont clairement identifiables et justement, elle nous aide finalement parce qu'elle mobilise notre système en fait nerveux et notamment la fabrication de cortisol dans notre organisme qui va nous permettre de faire face et en général justement donc cette sensation, ce pic de hormonal, d'adrénaline ou de cortisol va disparaître en même temps que sa cause. Il arrive en fait que certaines personnes, l'anxiété se manifeste de façon un petit peu plus chronique ou bien qu'elle intervient sans raison ou alors justement que l'intensité et les réponses qu'elle entraîne sont sans commune mesure avec l'événement déclenchant. C'est comme s'il y avait un décalage finalement, un excès, une surréaction par rapport à ce qui arrive. Et c'est là en fait où on va définir les limites entre la réaction anxieuse normale et l'anxiété dite plutôt pathologique, mais encore une fois, c'est très flou finalement et c'est surtout personnel à chacun. Donc,
on va avoir ce sentiment d'appréhension, de tension, de malaise, de terreur parfois, face à un danger imprécis et de nature indéterminée. Donc je disais, hein, au niveau des sensations, là aussi ça peut être très différent d'une personne à l'autre. Ça peut être aussi l'étouffement, la boule dans la gorge, une sécheresse dans la bouche aussi, des difficultés de déglutition, des palpitations, des étourdissements, hein, parfois également les mains qui sont moites, une agitation, une hyperémotivité. Donc l'anxiété, elle se traduit de multiples façons et aussi parfois par une irritabilité générale. Ça peut aller jusqu'à voilà, des problèmes de concentration, des trous de mémoire, des difficultés d'endormissement ou un sommeil ininterrompu. Donc, en fait, on distingue plusieurs types en fait, d'anxiété dits pathologiques dont les manifestations varient. Donc, je vais juste les citer, puis après, on va se focaliser aujourd'hui sur un en particulier. Donc, aujourd'hui, on va traiter justement du syndrome d'anxiété généralisée. Mais il n'y a pas que cela dans les troubles anxieux, il y a également les phobies, les troubles obsessionnels compulsifs, les crises de panique et également tout ce qui est syndrome dit de stress post-traumatique. Donc on va justement un petit peu balayer à chaque fois tous ces troubles et voir un petit peu à chaque fois des pistes vraiment spécifiques pour accompagner. Alors, ce qu'il faut tout d'abord savoir, c'est que l'anxiété, elle peut constituer dans certains cas un symptôme assez fréquent au cours des états dépressifs. Elle se rencontre également dans la plupart des névroses, dans certains troubles psychotiques, des maladies aussi, par exemple maniaco-dépressives. Mais c'est aussi un symptôme présent dans de nombreuses affections organiques, hein, par exemple l'hyperthyroïdie, l'hypoglycémie, l'épilepsie, la maladie de Parkinson, certaines insuffisances cardiaques, des déficits même en vitamines. Par ailleurs, si on est dans des épisodes de sevrage, que ce soit d'alcool, de tabac, de somnifères, là aussi on peut avoir des troubles de l'anxiété. Donc bien sûr, vous comprendrez qu'il y a également dans certains cas un bilan vraiment médical complet qui est à faire, aussi bien organique que psychologique, pour vraiment déterminer la cause. Au niveau du syndrome d'anxiété généralisée, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes. Ça, ce sont des statistiques qu'on a au niveau national. Ce syndrome, on l'appelle aussi trouble anxieux généralisé. Alors, comment ça se manifeste? C'est vraiment un état de tension, d'inquiétude permanente qui dure au moins 6 mois sans qu'aucun événement extérieur ne l'explique. Donc c'est une inquiétude finalement excessive pour tous les moments de la vie quotidienne, que ce soit dans le monde du travail, de la famille, les relations affectives, les relations amicales, sociales. La personne, elle éprouve des difficultés à contrôler ses inquiétudes et souvent ça va vraiment jusqu'à ressentir une détresse importante. Et donc là, ça peut être vraiment handicapant hein, parce qu'il y a un fort retentissement dans la vie courante et ça peut entraîner de nombreuses difficultés, notamment bien sûr au travail où la personne va aussi avoir des relations plus difficiles, plus complexes avec les autres collègues qui l'entourent, mais également dans la vie privée. Et souvent, ce qu'on observe, c'est que cette vie privée, elle peut vraiment se restreindre peu à peu. Voilà, on peut vraiment s'isoler complètement de la société. Aujourd'hui aussi, dans les chiffres, on estime qu'environ 3% de la population est confrontée à ce trouble. Alors pourquoi cette anxiété généralisée est particulièrement présente chez les personnes ultra sensibles ou au potentiel voilà, qui vont justement souffrir de leur hyper émotivité ou qui vont au contraire la refouler pour se blinder, etc., ne rien montrer. Moi je dirais il y a vraiment deux choses à distinguer. La première, ce que j'ai pu constater, c'est qu'en fait les personnes justement
hautement sensibles vont avoir justement des facteurs déclenchant leur stress beaucoup plus présents. Hein. Ce sont des personnes beaucoup plus sujets au stress, puisqu'on sait notamment qu'ils vont percevoir plus d'informations, à la fois dans leur environnement, dans ce qu'on leur dit, dans ce qu'ils doivent faire au niveau du travail, des tâches qu'ils doivent entreprendre. Donc il y a beaucoup plus de signaux à la fois sensoriels et cognitifs qu'ils doivent en fait intégrer. Et donc il y a un phénomène de surcharge mentale, émotionnelle, qui peut arriver en fait avec des seuils finalement beaucoup plus faibles que les personnes qui vont être moins sensibles. Donc je rappelle aussi que le stress, hein, c'est quand on a finalement un sentiment de décalage entre les objectifs à atteindre et nos propres ressources. Donc, s'il y a ce sentiment de décalage, c'est particulièrement pour là aussi deux raisons. D'une part, parce qu'il y a chez les personnes hautement sensibles souvent une envie de s'améliorer de façon continue, d'évoluer, et il y a un caractère très souvent en fait perfectionniste derrière. Donc déjà, il y a revisiter aussi les objectifs que l'on se donne, la pression que l'on se met en fait à soi-même. C'est la première chose. Et deuxième chose, c'est aussi remonter les ressources qu'on a. Et ce qu'on peut constater souvent, c'est que l'estime de soi, la confiance en soi chez les personnes hautement sensibles est plus faible en fait que la moyenne. Donc à ce niveau-là, il y a notamment un bilan émotionnel en fait à faire qui est nécessaire, donc qui passe par revisiter en fait son histoire de vie, voilà, la voir d'une façon différente, libérer ce qui a libéré un petit peu dans les schémas de pensée, les comportements qui peuvent venir bien sûr de l'histoire familiale, de l'éducation, de plein de circonstances externes mais également internes. Et aussi finalement à développer la conscience émotionnelle. Être conscient de soi, être conscient de son corps, des émotions qui nous traversent, voilà, ensuite des émotions des autres dans un second temps, mais déjà voilà, arriver à identifier de façon beaucoup plus fine ce qui va justement déclencher cette anxiété, ce stress qui va ensuite monter et qui va ensuite des fois dépasser même ce que l'on souhaite dire ou ce que l'on pense. Il y a aussi arriver à exprimer ses émotions dans différents contextes. Et là, il y a tout un travail en fait d'accueil émotionnel à faire. Je pense que derrière tout ça, il y a aussi la notion de comprendre les raisons de ces émotions et de ces réactions. Ensuite, justement, de les maîtriser finalement, puis de les utiliser pour atteindre ces objectifs. On aura aussi davantage, par cette occasion, confiance en soi et aussi on sera plus autonome par rapport à cette maîtrise émotionnelle. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on peut, grâce à des travaux donc de visualisation, d'hypnose, justement en étant conscience, en rapprochement vraiment direct de ce qui peut provoquer ce genre d'émotion, avoir une idée de l'origine en fait, hein, ce qui permet aussi d'avancer, de comprendre, et ça sort vraiment de la personne, c'est-à-dire que dans les séances, c'est pas du tout moi qui vais diriger, qui va suggérer des choses, mais ça va être vraiment la personne, à partir notamment de la lecture de son corps, de ses sensations, qui va avoir justement cette information à saisir. La deuxième raison principale pour les personnes hautement sensibles, c'est souvent, je dirais, une anxiété un petit peu plus profonde, dans le sens qu'elle est existentielle, qu'on va avoir toutes les questions liées au sens, à la vie, à la mort, à la notion de liberté, à la notion d'injustice, de justice, qui sont très prégnantes dans la vie de ces personnes. Et ce qui peut se passer, c'est que là aussi, il va y avoir un sentiment de décalage au niveau de leur perception entre elles, ce qu'elles ressentent, leur monde intérieur, et le monde extérieur. Moi, je parlerais en fait, quand il y a ces phénomènes aussi d'anxiété généralisée, qu'il y a des désalignements. Alors, il y a deux niveaux de désalignement pour moi. Il y a un premier niveau, c'est le désalignement au niveau de la personnalité. C'est-à-dire entre ce qu'on pense, ce qu'on va dire,
ce qu'on va ressentir émotionnellement et ensuite ce qu'on va faire, comment on va agir. Et donc là, effectivement, ces désalignements engendrent des déséquilibres internes hein, au niveau énergétique, au niveau subtil, et vont provoquer cette anxiété. On va avoir en fait comme si on avait un petit peu, au lieu d'avoir un canal, quelque chose qui est clair, hein, l'alignement, c'est voilà cette notion de ligne, de linéarité, que les choses en fait soient fluides et traversent. Comme il va y avoir un petit peu des blocages, hein, comme des barrages finalement qu'on peut avoir sur un cours d'eau, l'information ne va pas circuler de façon fluide et donc ça va engendrer une certaine anxiété. Alors, on va voir tout à l'heure un petit exercice justement qui permet de vous auto-accompagner pour retrouver cet alignement. Mais je parlais de deux niveaux aussi de désalignement. Donc, le premier, c'est au niveau de la personnalité. Le deuxième, et là, on est vraiment dans le domaine justement des personnes au potentiel, c'est le désalignement entre la personnalité et leur âme. Alors, si le mot âme ne parle pas à tout le monde, il y a peut-être voilà, un autre mot à mettre comme la sagesse intérieure, le soi ou la connexion intérieure. Voilà ce qui peut en fait nous guider, notre propre guide intérieur. Et là, effectivement, ça se travaille également par rapport à l'histoire personnelle et par rapport à toutes ces questions en fait existentielles qu'on peut vraiment revisiter. Et des fois, il y a des croyances, il y a des faux semblants à débusquer et en fait à mettre en lumière pour se trouver davantage aligné. Alors, je vais vous proposer, c'est un petit exercice tout simple de respiration en relaxation qui permet dans un premier temps, voilà, de façon simple dans le quotidien de retrouver cet alignement. Donc il peut servir à chaque fois que vous êtes ébranlé sous le coup d'une émotion ou si vous doutez de vous. En fait, quand vous avez l'impression de sortir hein, de cet axe vertical dont je parlais tout à l'heure hein, de gravité, d'alignement intérieur. Donc cette respiration, elle vous permet de retrouver votre centre, votre axe et va aussi favoriser en fait une plus grande confiance en soi et aussi dans votre corps. Alors il se fait dans n'importe quelle position, ça peut être assis, debout ou couché. Ça s'appelle au passage la respiration Pico-Pico, P-I-K-O, donc vous pouvez éventuellement retrouver aussi sur internet si vous avez besoin de vidéos, de supports, de ressources. Donc le principe, première étape, vous inspirez par le nez et vous portez votre attention sur le sommet du crâne. Et quand vous allez expirer, donc vous expirez toujours par le nez, mais cette fois-ci vous portez votre attention sur votre ventre. Une première fois, vous refaites le cycle d'inspire par le nez, portez votre attention sur le sommet du crâne et vous expirez cette fois-ci par le nez en portant votre attention sur la plante des pieds. Vous effectuez cette respiration vraiment avec la conscience du corps, hein, autant de fois que nécessaire pour revenir dans votre axe. Et ensuite, vous pouvez installer ce qu'on appelle le diamant intérieur. Mais ce diamant, vous pouvez aussi le remplacer par autre chose, un objet qui a une valeur finalement pour vous, quelque chose auquel vous tenez. Ça peut être aussi voilà, votre cœur, une lumière, peu importe. Et donc, vous allez refaire donc, ces trois respirations, pico-pico, qu'on vient de pratiquer ensemble, puis mettre tout le poids de votre corps sur vos pieds. Et là, vous allez installer, visualiser, ressentir comme s'il y avait des racines qui descendaient de votre plante de pied, comme si vous étiez un chêne très solide, un arbre très puissant. Et vous allez mettre votre main, vous allez mettre 3 doigts en dessous de votre nombril et appuyer comme si un petit peu vous pompiez, vous recentriez votre énergie à cet endroit-là. Et là, vous visualisez le diamant ou l'objet précieux auquel vous vous tenez. Et c'est comme s'il va s'installer à cet endroit, qu'une sensation peut-être va devenir un petit peu plus dense. Et c'est signe à ce niveau-là qu'il est installé. En fait, cette zone est particulièrement importante, c'est la zone dite du hara dans les arts martiaux. C'est aussi le centre de gravité de votre corps et votre centre de sécurité. Si vous faites cet exercice, parfois avec quelqu'un qui peut être à côté de vous, en général, si vous lui demandez, vous pouvez tester avant et après cet exercice, juste de vous
de vous pousser légèrement en arrière, vous constaterez par vous-même que la solidité est vraiment différente et vous bougez en fait nettement moins, vous vous faites moins déstabiliser. Et donc le but, voilà, c'est d'arriver avec ces différents points d'ancrage dans votre corps à guider en fait cet alignement. Et cet alignement, hein, c'est aussi ce qui va ensuite rayonner dans votre entourage, à la fois parce que s'il y a une cohérence vraiment entre ce que vous pensez et ce que vous dites, on va vraiment avoir une notion d'intégrité plus importante. Et avec cette cohérence également entre ce que vous dites et ce que vous ressentez puis ce que vous faites, c'est là où vous allez en fait vous sentir davantage dans l'authenticité, dans le vrai. Et ça, ce sont des valeurs qui sont très très importantes pour les personnes hautement sensibles. C'est arriver à être elle-même parmi les autres également. Donc, je vous encourage à le faire. Et si vous voulez me témoigner de vos retours par rapport à cet exercice ou m'envoyer vos questions, je vous reste à votre disposition donc sur mon site internet et sinon par mail contact@lesateliers-d'Aude-Valérie.fr. Je vous dis à très vite pour la suite de cette série de podcasts sur les troubles anxieux et notamment les troubles anxieux généralisés. À très vite.